Bonjour à toutes et à tous. Allez, parlons ensemble un petit peu de crypto-monnaie. Alors, en arrière-fond, vous voyez qu'en fin de compte, rue Blaise Pascal, le 400e anniversaire de la mort de Blaise Pascal, je pense que l'inventeur, on va dire, de la pascaline, aurait été, on va dire, fortement intéressé dans ce monde de crypto-monnaie, en disant, mais concrètement, de quoi on parle? Est-ce que c'est un investissement qui est fait pour moi ou manifestement, je dois partir en courant et arrêter d'écouter toutes les sirènes? En tout cas, hommage au territoire aussi. Regardez ce billet créé en 1968-69, voilà à peu près 55 ans d'existence, avec le Puy-de-Dôme au fond, qui n'avait pas encore son temple de Mercure, et la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption à Clermont-Ferrand, qui n'avait pas encore, il y a 400 ans, les deux flèches. Alors, une fois qu'on a rendu cet hommage, on se dit, est-ce qu'on achète ou pas de la crypto? Comme disait Shakespeare, telle est la question. Du profane à l'investisseur, on va dire le plus aguerri, chacun y va de son regard, de son opinion. Le plus souvent, on est intéressé, en fin de compte, simplement sur le caractère spéculatif de cette crypto-monnaie et un potentiel d'enrichissement ultra rapide qui va rejeter au Moyen-Âge, qu'on peut appeler la banque à papa. L'ensemble, en tout cas, il est accentué dans un univers de crise, dès qu'on se lève le matin. Crise économique, crise environnementale, crise sociale, crise sociétale, qui amène, on va dire, chacun à avoir peut-être moins de croyances dans un monde plus ou moins établi, et qui, en fin de compte, nous amène peut-être à nous tourner vers ce que l'on espère être une nouvelle source de lumière argentée. Voilà. Alors, est-ce qu'on cède ensemble à l'argent facile? Est-ce qu'on se met dans une position d'adrénaline en achetant des crypto-monnaies? Est-ce qu'on va prêter l'oreille à tout un tas d'influenceurs aujourd'hui que l'on retrouve sur les réseaux et qui s'autoproclament tous experts financiers? Portons ensemble ainsi réflexion ensemble. Considérons tout d'abord la crypto-monnaie comme une classe d'actifs à risque. Et cette classe d'actifs à risque, en fin de compte, je vais essayer, avant de porter ma décision de savoir si j'investis ou pas, d'essayer de la comparer avec d'autres classes d'actifs à risque. Si je prends par exemple l'univers des actions, là je peux me dire aussi, je vais acheter un titre de propriété, mais dans un investissement, on va dire, plus ou moins rationnel, je peux avoir la vision du dirigeant, la vision, la stratégie de l'entreprise. Je peux aussi avoir référence sur les assemblées générales, les comptes rendus d'assemblées générales. Je peux m'intéresser aussi, moi, en tant que consommateur, en disant telle ou telle entreprise, j'ai envie de devenir actionnaire parce que je partage ses valeurs, je partage ses principes et j'ai envie, on va dire, d'acheter cette entreprise-là. Après, j'ai à ma disposition aussi toute une batterie d'indicateurs, des price-earning ratios ou toute une autre chose. Mais vous voyez que même le risque zéro, ici, manifestement, n'existe pas et que telle ou telle entreprise pourrait perdurer demain. Mais en tout état de cause, vous voyez que d'une manière rationnelle, j'ai quand même beaucoup d'éléments à m'apporter qui vont me permettre, on va dire, d'asseoir mon choix, soit dans de l'économie réelle, soit sur des valeurs de croissance demain, sur lesquelles je pourrais me dire non, je sais qu'à aujourd'hui, manifestement, il n'y a peut-être pas assez de fonds propres, etc. Mais je pense que cette société-là est utile à la société, elle m'est utile aussi à moi, et manifestement, j'irai vers demain, et j'ai envie d'être actionnaire. Bon. Si je veux prendre maintenant une autre classe d'actifs à risque, je pourrais dire, OK, les actions d'un côté. Je vais souscrire des obligations. Et vous voyez que même ce terme-là, pour un profane, grosso modo, acheter une obligation, déjà, ça lui parle moins. Mais faisons ensemble comme si on connaissait le terme obligation. En tout cas, là, je n'achète pas un titre de propriété, je vais acheter un titre de créance. Et ce titre de créance-là, là aussi, je peux avoir des informations rationnelles qui vont faire en sorte que je vais pouvoir souscrire ou non. Je connais l'émetteur, l'État, une entreprise privée, je connais la durée, je connais le taux qui va m'être servi, etc. Et en fin de compte, là, je ne vais pas encaisser des intérêts, je vais encaisser des coupons. L'année 2024 devrait être très porteuse, on va dire, sur ce marché obligataire-là. Donc je pourrais me dire, tiens, investissons aujourd'hui sur ce marché obligataire-là, j'aurai des rendements, on va dire, qui me permettront de me mettre à l'abri dans 8 ans, dans 10 ans, dans 12 ans, pourquoi pas plus loin, en recevant des coupons de manière, on va dire, annuelle. Et si j'avais besoin de mon argent avant le terme, si jamais les taux venaient à baisser, en achetant plus haut aujourd'hui, je pourrais même faire une plus-value. Bon. Là encore, le risque zéro n'existe pas. L'émetteur peut avoir, dans son risque de signature, faire faillite. Certains vous diront non, dans des États surendettés aujourd'hui, ce n'est pas la peine d'acheter des obligations basées sur. Mais peut-être que l'on peut penser que la France restera la France et dans 8 ans, il y aura encore de la France qui pourra honorer ses dettes. Vous voyez qu'entre les actions et les obligations, ce sont des classes d'actifs à risque. Si je prends maintenant le pari de se dire, faisons plus simple, allons vers l'immobilier.
Là aussi, l'immobilier, d'une manière rationnelle, je peux me dire, mais en fin de compte, non, je vois le bien, je peux le visualiser, je connais le prix au mètre carré, j'ai des hommes de loi qui sont derrière moi, je peux faire soit de mes résidences, pour moi, pour mes enfants, etc. Je peux faire du risque locatif, mais je sais qu'il y a un risque potentiel locatif. Bon, dont acte. Mais je peux commencer aussi à avoir mes rendements futurs, et ainsi de suite, et quelque chose qui me parle de plus, mais là encore, je peux avoir potentiellement un risque, que ce soit dans l'immobilier dans le dur. Si je veux faire de l'immobilier sur la pierre papier, là c'est pareil, de se dire non, je ne m'embête pas avec le risque locatif, moi tous ces locataires, etc., ça va, ça vient, ainsi de suite, je vais faire des SCPI, de la pierre papier. Et là aussi, je connais les sociétés de gestion. J'ai les rendements passés, j'ai les rendements futurs, je sais où je vais investir, à Francfort, à Amsterdam, à Paris, à Londres, etc., dans des tours, et on va être une communauté de gens à souscrire de la pierre papier, avec des rendements, des frais d'entrée qui sont connus, etc. Mais là encore, le risque zéro n'existe pas, dans un monde où aujourd'hui, en fin de compte, investir dans des tours où il y avait des bureaux, vous voyez bien que les bureaux sont à la maison aujourd'hui, et ça amène, on va dire, à réfléchir à un autre modèle en disant, mais de toutes ces tours qui se sont construites là, qu'est-ce qu'on en fait ? Comment on va occuper les bureaux demain ? Donc ça veut dire que derrière ça, est-ce que moi, dans mon rendement, manifestement, ce taux de vacances va m'impacter, on va dire, ma décision. Donc vous voyez que dans toutes ces classes d'actifs à risque, on n'a pas de risque zéro, mais on a quand même des éléments plus ou moins rationnels qui nous permettent d'investir ou pas. Voilà. Donc maintenant, si je déplace ça sur la crypto-monnaie, on voit de toute façon tout de suite sur la crypto-monnaie de se dire, mais déjà rien que le terme ne m'est pas familier. La crypto-monnaie, investir sur la petite crypto-monnaie ? D'accord, d'un côté j'ai la crypto, de l'autre côté j'ai la monnaie. En plus de ça, on me dit oui, mais la composante principale des crypto-monnaies, celle la plus connue que tout le monde cite aujourd'hui, elle date du 31 octobre 2008, jour de son lancement, le jour d'Halloween. Le jour d'Halloween sort le BTC, le Bitcoin, avec un livret blanc qui va nous donner, on va dire, quasiment le modèle d'emploi de cette crypto-monnaie. On peut se dire, ouais, c'est assez taquin. Et qui c'est son créateur alors ? Eh bien, on dit c'est Satoshi Nakamoto. Mais c'est qui ? C'est qui ? Un groupe ? Un homme ? Une femme ? Une puissance financière ? Certains vont dire non, c'est peut-être la NSA aux États-Unis. D'autres vont dire non, plutôt que c'est asiatique. En tout cas, vous voyez bien qu'on va commencer à investir dans un champ de se dire je ne sais pas qui est le créateur, je sais juste que ce Bitcoin-là est apparu le jour d'Halloween. Il faut que je creuse un petit peu avant d'investir quand même. Voilà. Donc sur le terme crypto, essayons simplement de comprendre en fin de compte, de se dire mais la cryptologie c'est quoi ? La cryptologie en fin de compte, étymologiquement, c'est la science du secret. D'accord, ça veut dire que c'est ce qui est caché. Et cette science du secret, elle englobe en fin de compte deux axes. La cryptographie d'un côté, ça veut dire qu'on va prendre une écriture et on va la rendre secrète en la codant. D'accord, ça veut dire que mon investissement déjà à la base, il va être codé. Oui, parce que ça c'est la cryptographie. Et d'un autre côté, il va y avoir la cryptanalyse de l'autre côté, qui est le contraire. Ça veut dire qu'on va essayer de prendre des textes qui sont codés, chiffrés, pour les faire réapparaître en texte clair. On va se dire, mon Dieu, donc... Okay. Donc vous voyez que la crypto, déjà, ça veut dire je vais coder et décoder. Mais déjà, on peut revenir au temps de Jules Verne, quand on lisait, plutôt gamin, maintenant on a vieilli un petit peu, Voyage au centre de la Terre, Jules Verne faisait déjà référence à la cryptologie. Donc c'est pas, on va dire, si vieux, mais ça commence à adapter cette cryptologie. Mais on était tous passionnés pour se dire, mais en fin de compte, ce parchemin-là, dans Voyage au centre de la Terre, qui était écrit, c'était admirable. Et au fur et à mesure des pages que l'on tournait comme ça, on va se dire, mais quand est-ce qu'on va arriver vraiment au décodage ultime ? D'autres auteurs ont fait ça aussi sur la cryptologie. Arthur Conan Doyle avec son Sherlock Holmes, Edgar Allan Poe. Donc la cryptologie, c'est quelque chose de connu. Mais retenons que quand je vais investir, je sais que c'est la science du secret. Alors pourquoi coder et décoder ? En fin de compte, si on regarde un peu plus proche de nous, sur la deuxième moitié, on va dire, du XXe siècle, il y a des femmes d'excellence et des hommes d'excellence qui sont simplement, qu'on pourrait appeler aujourd'hui des militants. Je pense à John Milton, je pense à David Chaume, etc., sur lesquels on pourrait regarder et reprendre leurs travaux, qui se sont simplement dit, est-ce qu'on peut imaginer un monde où, en fin de compte, on va sauvegarder notre vie privée et nos transactions financières seront masquées et ne seront pas à la vue des États ou des banques, etc.
Ça, c'était plutôt la philosophie, on va dire, qui a été portée par ce groupe de militants-là. Et vous voyez que quelques décennies après, aujourd'hui, on ne parle que de spéculation. Et on a oublié un petit peu tout ce concept-là de se dire, mais oui, aujourd'hui, notre vie privée, on pourrait imaginer que moi, j'ai envie de faire une transaction avec vous et je n'ai pas pour autant envie que les banques soient au courant ou que l'État soit au courant. Voilà. Donc ça, c'était le concept, on va dire, de base. La protection de la vie privée. Et vous voyez qu'aujourd'hui, des fois, dans les banques ou dans les entreprises, vous êtes obligé de mettre en place ce qu'on appelle le RGPD, le DPO, etc., sur la protection des données, et que tous les réseaux, on va dire, sur Internet vous disent est-ce que vous voulez faire ci, faire ça, etc. Vous cliquez pas, etc. Donc, cette crypto-monnaie-là, en fin de compte, et cette façon de coder et de décoder était une clé nécessaire, en fin de compte, au chiffrement et au déchiffrement des messages. Le tout, c'est déjà, vous voyez, que ça va vous nécessiter des clés, des codes, avant d'aller investir. Voilà. Donc, chaque utilisateur, si vous voulez faire de la crypto-monnaie, on va vous donner une clé publique, puisque vous allez pouvoir avoir connaissance des différentes transactions qui seront codées. Et vous allez tous avoir aussi une clé privée avec votre propre code. Celui-là, par contre, il ne faudra pas le perdre, parce que sinon, ça va être difficile de récupérer ce qu'il y a à l'intérieur, autant dire jamais. Donc, vous aurez une clé publique, vous aurez une clé privée, et comme ce sont des transactions anonymes, eh ben, oubliez votre nom et votre prénom, vous aurez tous des pseudos. Moi, je pourrais m'appeler, comme dans Star Wars, je sais pas, R2D2, C3, voilà. D'accord? Donc, on transactionnera des transactions entre vous et moi, de manière anonyme, j'aurai ma clé publique, je saurai à peu près, voilà. Et toute cette technologie-là, en fin de compte, elle revient sur une technologie qu'on appelle la blockchain. Là, on se dit encore la blockchain, mais c'est ultra compliqué. C'est quoi une chaîne de blocs? Imaginons une chaîne de blocs toute simple ici. Nous tous, ensemble, vous voyez arriver dans la salle, chacun aura son ordinateur portable. Voilà. On va prendre une personne parmi vous, qui sera le grand tenant, on va dire, du registre, sur lequel on va faire des transactions entre nous. Et ça, c'est la clé privée. La clé publique, pardon. Tout le monde aura connaissance, sous forme de code, des transactions. Et si je vais faire une transaction moi, avec quelqu'un de spécifique, à ce moment-là, je prendrai ma clé privée entre mon pseudo et votre pseudo. Et c'est à la majorité de cette salle-là, on coupe la poire en deux plus une voix, qui vont valider les opérations. Et ça laisse à envisager, en fin de compte, tout le monde de demain. Pourquoi aujourd'hui, quand on réserve un hôtel, on est obligé de passer par tel ou tel opérateur qui va prendre 10 ou 15%, on va dire, de commission intermédiaire? Alors qu'en fin de compte, si on était une communauté voilà, d'hôteliers, on pourrait se dire, ben non, entre vous et moi, on va faire une transaction anonyme avec un pseudo, et lorsque la communauté aura validé la transaction, ben vous pourrez prendre les clés de votre hôtel ou les clés de ci, de ça. Donc on peut imaginer tout un tas de communautés complètement différentes, reliées entre elles, etc., de manière anonyme. Voilà. Et là, je ne parle pas, bien sûr, des opérations illicites qu'il pourrait y avoir, mais l'homme étant homme, ce n'était pas le fruit de mes propos. Voilà. Donc vous voyez que cette blockchain, en fin de compte, sans intermédiaire, ni tiers de confiance, elle va créer des actifs numériques, des bitcoins, de l'Ether, des stablecoins, c'est-à-dire sur le marché de l'art. En fin de compte, on peut vendre ses toiles aujourd'hui d'une manière relative et s'enrichir d'une manière relativement sur des marchés de l'art, ce qu'on appelle le NFT. Le stablecoin, c'est qu'on va prendre appui sur le dollar, sur l'euro, etc., sur des monnaies, on va dire digitales, mais plus stables. Voilà. Donc vous voyez que toute cette technologie, en fin de compte, elle amène des transferts sécurisés entre internautes et elle complète ce qu'il manquait sur Internet. Donc vous voyez que la vision sur la deuxième moitié du XXe siècle a été plutôt là. Respectons la vie privée. On savait, ceux qui travaillaient dessus savaient que sur Internet, il n'y aurait plus de vie privée. Donc essayons de communiquer tranquillement ensemble, hors de tout tiers de confiance. Et c'est ça où l'esprit des crypto-monnaies était plutôt conçu pour échapper, on va dire, à tout contrôle. D'accord ? Donc ça, c'est sur la partie crypto. Donc vous voyez qu'avant de souscrire, je pourrais travailler sur la crypto, de bien comprendre l'origine, voilà, où on va, qu'est-ce qu'on fait, comment que ça marche la blockchain, etc., pour m'amener peut-être à un investissement plus rationnel. De l'autre côté, maintenant, regardons du côté de la monnaie, puisque la question qui se pose, en fin de compte, c'est de se dire, mais la crypto-monnaie, c'est une monnaie? Non, on confond tout en général, on confond la monnaie et les moyens de paiement. La crypto-monnaie était plutôt un moyen de paiement.
On peut transformer ce qu'on veut en moyen de paiement. On appelle ça un jeton, on appelle ça un token, on appelle ça comme on veut, etc. Mais on pourrait, à partir de ces euros, les transformer en jetons. On paye en jetons, on se fait repayer en jetons, et puis on le retranscrit après. Voilà. Donc vous voyez que si je regarde un petit peu Aristote, de se dire, mais est-ce que c'est une monnaie? Si on regarde un petit peu sur Aristote, allez, on est déjà à moins et quelques, hein, Pascal n'était pas encore né. Aristote, c'était plutôt l'utilisation de la monnaie, c'est compter, payer, stocker. Voilà. Si on a ces caractéristiques-là, avec des qualités de se dire il y a une facilité d'utilisation, c'est une valeur stable dans le temps, et en tout cas ça inspire confiance, et la confiance en latin c'est la fiducia, d'où voilà, le système monétaire est fiducié. Si on a confiance entre nous, on peut dire que c'est une monnaie. Mais on ne peut pas dire qu'à aujourd'hui, vous voyez, la crypto-monnaie soit une monnaie. Puisque la volatilité elle est tellement importante, comment voulez-vous avoir un refuge sur une monnaie en disant mais ce n'est pas un étalon de valeur, ce n'est pas une réserve de valeur. Au pire, c'est un outil d'échange. Mais si j'ai des variations de moins 60% à plus 80%, à moins 50%, à moins 30% tous les jours, vous voyez bien que ce n'est pas dans l'appellation monnaie. Donc une fois qu'on commence à rentrer un petit peu dans ces systèmes-là, de se dire, bon ok, en tant que petit investisseur, j'ai à peu près compris la crypto et sa technologie. Je vois à peu près la monnaie, c'en est pas une à cet instant, etc. Même si dans certains pays, effectivement, on peut payer en crypto-monnaie. Côté Japon, côté un peu Amérique du Sud. Mais en tout cas, derrière, vous voyez qu'il n'y a pas le poids de l'État. Et imaginons simplement de se dire, mais est-ce qu'un État peut perdre sa souveraineté en perdant sa monnaie ? On peut se dire, j'en sais rien, peut-être, peut-être pas. Mais imaginez une Europe sans euros, une Amérique sans dollars, une Chine sans yens. On se dit, ouh. Donc vous voyez tout de suite, il y a des pays qui ont dit, non, la monnaie c'est le yen. Hein. Voilà. Le bitcoin c'est dehors. Voilà. Donc vous voyez qu'on peut se poser ces questions-là, de se dire, mais si demain, avec toutes ces fluctuations, ces pertes de souveraineté potentielles, grosso modo, il pourrait y avoir une incidence sur mon investissement. D'accord ? Donc une fois qu'on a fait ça, vous voyez qu'on essaye de comparer ces classes d'actifs-là et de se dire, peut-être après je prendrai le risque. Voilà. Si je suis prêt à perdre mon argent, voilà, mais que ce soit en actions, en obligations, en revenus fonciers ou autres, dont acte. Mais je mets à l'abri, à la limite, ma famille, mon patrimoine, etc. Mais par contre, j'ai suffisamment, on va dire, pour pouvoir un peu m'amuser ou pas. Voilà. Donc, si ces marchés financiers sont complexes, vous voyez que la crypto-monnaie est relativement aussi difficile de toute cette monnaie qui est créée, on va dire, par des ordinateurs dont on ne sait pas exactement la valeur intrinsèque de cette monnaie. Qu'est-ce qui la fait fluctuer ? Elle est basée sur quoi ? C'est juste de l'offre et de la demande ? Alors, quand ça monte, ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui veulent souscrire, et puis c'est tout. Et puis on va vous dire, non, c'est pas tellement ça, il faut regarder aussi l'inflation, il faut regarder le cours du dollar, il faut regarder ça, qui vont avoir des influences sur le Bitcoin, qui lui-même aura des influences sur l'Ether, et ainsi de suite. On se dit, oh là 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 là, c'est peut-être une usine à gaz, mais dont acte. À moi de m'intéresser, on va dire, pour porter achat. Voilà. Donc en tout cas, vous voyez que ce Bitcoin-là, ou la crypto-monnaie, elle ne connaît pas la normalité. Et elle nous échappe un petit peu dans sa manière de voir un peu les choses. En tout cas, aujourd'hui, dans le monde, il y a à peu près 1 adulte sur 10 déjà qui est crypto-addict. Et que dans le monde, toutes les places financières veulent être le premier à gérer la crypto-monnaie. Londres, États-Unis, Allemagne, Espagne, en France, 100 milliards de dollars de transactions à peu près à cet instant. On est en retard. Voilà. On doit être le 5e pays, on est en retard. Mais tout le monde veut être la première place. D'accord ? Donc on ne peut pas empêcher, pour autant, les personnes, on va dire, de spéculer. Et tout cet engagement, voilà, chacun est libre. Mais quand on regarde un petit peu la transformation, c'est se dire, avant de souscrire, essayons de comprendre ce qui pourrait potentiellement nous échapper. Sinon, il suffit simplement de spéculer en disant, allez, advienne que pourra, on va dire, sur mes fonds, je les ai perdus ou pas. Et il y a 3 domaines sur lesquels on pourrait aussi regarder, s'intéresser. Si je prends le premier, c'est se dire, tiens, on me parle souvent de fraude, dont acte. Je vais essayer de m'intéresser à ce qui se passe aujourd'hui. Donc je vais aller côté Manhattan, là-bas, et je me dis, une plateforme relativement jeune qui avait à peu près 3 ans d'existence, qui a réussi à collecter à peu près 10 milliards de dollars au niveau de ses déposants, mais quand il y a des déposants qui ont demandé de récupérer leur argent, on leur dit, écoutez, ça va être plutôt compliqué pour vous, parce que les 10 milliards, certains se sont enrichis, mais il ne reste plus grand-chose dans le cochon, quoi. Voilà. Donc c'est parti en procès, et ça, c'est les plateformes FTX. Sur la fraude, c'est pareil.
Vous voyez que la blockchain, tout à l'heure, quand on en parlait, il n'y a pas de hacker sur la blockchain. Parce que c'était des décisions de communauté. Avant de hacker une blockchain, ça n'existe pas à cet instant. Par contre, les hackers, ils sont plutôt sur les plateformes de transactions, où là, manifestement, on ne connaît pas, quand on va investir, on va dire, le niveau de sécurité optimal. Et c'est là où ça prend l'argent. D'accord ? Donc vous voyez que si on veut faire ça, on peut se dire, OK, risque sur les plateformes, des plateformes de transactions que je ne connais pas. On me parle de Binance, on me parle de Coinbase, etc. Oui, mais je ne connais pas. Ah, ils se sont fait hacker. Ben merde, alors tiens, j'avais mis tous mes fonds sur Coinbase. Bon, ben voilà. Alors maintenant, je vais porter plainte contre qui ? Une monnaie qui n'est pas d'État, vous pensez que vous allez être protégé ou pas ? Donc vous voyez que ça peut amener, on va dire, à interprétation. Ça, c'est pour la partie, on va dire, fraude. L'autre, on peut se dire, en fin de compte, c'est se dire, mais est-ce que je ne peux pas m'intéresser aussi à la réglementation ? Là, c'est un peu plus chiant, parce qu'on va se dire, ah, la réglementation, mais le Parlement européen, aujourd'hui, commence à avoir un regard un peu plus porteur, justement, dans ces critères de transaction, anonymes, tout ça. Vous voyez bien que ça ne plaît pas à un État, forcément. Et de se dire, mais est-ce qu'on ne pourrait pas, sur ces plateformes, sur cette monnaie-là, en fin de compte, enlever l'anonymat ? Et là, le Parlement européen est en train de regarder, on va dire, et de réfléchir à peut-être enlever l'anonymat des transactions. Ce qui ferait que sans anonymat, est-ce que manifestement, j'irai encore vers de la crypto-monnaie, puisque le concept, il était plutôt là, ou est-ce que ça va me faire baisser mes cours, en fin de compte, parce qu'il n'y aura plus d'attrait un petit peu sur ce petit piment de tout se faire de manière anonyme. Donc vous voyez que de la fraude d'un côté, une réglementation qui est un mouvement côté Parlement européen, c'est la même chose côté des États-Unis, qui commence à maintenant porter procès sur ces plateformes de financement. Procès contre Coinbase, procès contre Binance, en disant attention à la réglementation européenne, c'est une séparation. On ne peut pas être courtier, à la fois être une chambre de compensation, à la fois faire, on va dire, des transactions. Ça ne marche pas en droit américain, c'est en silo. Voilà. Donc vous ne respectez pas la loi américaine, donc à vous de vous justifier, etc. Donc vous voyez qu'il va y avoir aussi une transformation côté des États-Unis. Et de l'autre côté, c'est se dire, mais en fin de compte, ce cours du Bitcoin, là, aujourd'hui, tout le monde en parle. Pourquoi tout le monde en parle ? Parce que très prochainement, on attend tous, on va dire, la décision du gendarme américain qui va se dire, est-ce que je tamponne ou pas le fait de créer, c'est un peu plus technique, ce qu'on appelle un ETF, en français on va dire un fonds indiciel, voilà, plutôt sur des effets de levier qui me permettront de ne pas détenir des bitcoins ou autres monnaies de manière, on va dire, spécialement sur la monnaie, mais plutôt un fonds indiciel qui prendrait le cours du bitcoin. Et là, si manifestement le gendarme américain valide ça, et je crois que ça doit se passer avant le 10 janvier prochain, ben vous voyez déjà que la volatilité du bitcoin, elle est à la hausse. Donc on peut se dire, là, en ce moment, il faudrait investir. Même si j'y connais rien, il faut investir. 27 000, 32 000, 35 000. Si demain, le gendarme américain dit, OK, on ouvre ce qu'on appelle l'ETF spot BlackRock, il va y avoir un tel engouement pour acheter des ETF que manifestement, certains parlent d'un bitcoin bien au-delà de son record à 60 000 €, mais qui pourrait monter, voilà, si on lit des influenceurs, jusqu'à 760 000 $, etc. Donc vous voyez qu'on est dans un monde où on pourrait avoir des attitudes, on va dire, plus ou moins rationnelles, et là c'est plus de la transformation, sur, on va dire, des classes d'actifs à risque dont, manifestement, voilà, tout le monde en parle, mais personne ne sait trop rien. Voilà. Donc, attendons, on va dire, ce qui va se passer, on va dire, très prochainement. Regardons la législation. Intéressons-nous sur les blockchains, sur ces technologies. Regardons, on va dire, qu'est-ce qui fait bouger, on va dire, un peu l'ensemble. Et après, chacun aura son propre libre arbitre. En tout cas, vous voyez, il y a un dicton qui dit en bourse que la bourse, en fin de compte, c'est la façon la plus onéreuse de se découvrir. Donc, de votre sang-froid jusqu'à l'adrénaline des bitcoins, ben vous verrez qu'investir ou pas là-dedans nécessite quand même un peu de recul, un peu, on va dire, de connaissance, et après, chacun sera libre, on va dire, de souscrire ou pas sur ces bitcoins. En tout cas, c'est un petit peu ce que donnent les anglo-saxons en disant « Who are you ?» Voilà. Je vous remercie de votre attention et bon investissement.